Deuxième joute sur les questions d'alimentation durable avec Patricia Gurviez, professeure AgroParisTech et spécialiste du comportement alimentaire, et Hugo Dupuis, lauréat de la Fondation avec l'entreprise Umiami. Merci de venir sur scène. Merci de les accueillir. Bonjour, bonsoir. Patricia Gurviez, on dit bien le Z, hein? Non, parce que moi, je déteste quand on dit mon Z. Vous, ça ne vous dérange pas. Donc, ça va. Je vous connais moins que Gilles, donc j'en ai moins à dire. Si ce n'est que vous êtes prof à AgroParisTech, ça a déjà été dit. Moi, je m'intéresse aux objets connectés qui pourraient aider à une meilleure alimentation. Hugo Dupuis, vous avez fondé Umimami, ce qui veut dire en gros miam, le goût délicieux. Hugo Dupuis, vous êtes à l'honneur, vous avez été à l'honneur dans plein de médias pour ce que vous avez créé. Expliquez-nous, c'est de la viande, alors c'est pas de la viande de synthèse, c'est du substitut de viande. Vous avez levé 2 300 000 €, c'est ça? Oui, globalement c'est ça. Nous on a développé avec Umiami une technologie de texturation des protéines à partir de laquelle on développe des alternatives végétales à la viande et au poisson. Et effectivement cette technologie globalement sans utiliser de texturants ni utiliser d'additifs, elle nous permet d'obtenir des fibres qui permettent en fait, on peut créer ces fibres dans différentes directions, maîtriser leur épaisseur et leur longueur, et donc à partir de ça on peut obtenir tout un tas de textures qui donc sont très proches de différentes viandes, mais aussi de textures de poisson, parce qu'on peut obtenir des strates qui sont enchevêtrées. Donc c'est un procédé que vous avez déposé, c'est ça, l'humisation? C'est ça, tout à fait. Bon, on a décidé de lui donner un petit nom supplémentaire pour le cacher. Effectivement, c'est une technologie qui n'avait jamais été utilisée jusqu'à maintenant dans l'agroalimentaire, qui a pour avantage effectivement déjà de permettre de former ces fibres, de le faire sans additifs, mais aussi en fait de le faire en dénaturant beaucoup moins les macro- et micronutriments qui sont présents dans la matière. Donc nous, c'est un procédé qui nous permet vraiment en fait, de sublimer le végétal en obtenant ces textures qu'on permet en fait, d'associer avec des bons goûts. Et notre objectif, de manière générale, c'est de contribuer à la réduction de la consommation de viande, enfin du moins de proposer une alternative aux gens soucieux de diminuer leur consommation pour différentes raisons, que ce soit des raisons environnementales, des raisons de bien-être animal, mais aussi des raisons de santé. Et vous allez commencer par des substituts. Comment vous les appelez d'ailleurs? Substituts, enfin je ne sais pas. J'ai pas d'intitulé particulier. Nous, on les appelle, on développe des imitations végétales de blanc de poulet. D'accord, vous allez commencer par le poulet, vous envisagez le cabillaud, le saumon, le bœuf, le porc, le thon même. On peut imaginer beaucoup de choses. Merci de nous donner des idées supplémentaires. Non, je cite un des papiers où vous étiez interviewé. Non, mais effectivement... La coquille Saint-Jacques? C'est pas forcément un produit très fibreux, donc pas forcément, mais ne sait-on jamais. Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Alors, à l'origine de ça, déjà, c'est une ambition. C'est l'ambition d'un de mes cofondateurs, Tristan, qui est vegan, et c'était son objectif de vie que de contribuer à la réduction de la consommation de viande, et qui a fait sa thèse en fin de centrale, aussi qui s'est mis en lien avec AgroParisTech à ce moment-là. Son objectif, c'était de trouver un moyen en fait, d'apporter des solutions innovantes sur le marché des alternatives végétales, et de trouver un moyen d'améliorer la qualité des produits d'un point de vue texture, mais aussi d'un point de vue composition. Donc c'est ce qu'il a fait, et en prenant une approche innovante, en croisant des technologies issues d'autres domaines, il a en fait obtenu des résultats intéressants, il a réussi à obtenir des fibres, et c'est à ce moment-là que j'ai rejoint Umiami en fait, pour creuser l'approche vraiment scientifique, sciences des aliments, parce que c'est mon parcours, le parcours que j'ai pu suivre à AgroParisTech. Patricia Gurviez, le marché est là, selon vous, de ces substituts? Il a levé 2 300 000 et quelques euros. Ça veut dire qu'un marché est là ou pas du tout? Pas encore. C'est un fantasme. Je vais faire ma Marlène Schiappa. Mais c'est pas du tout ce qu'on avait préparé. Je peux pas répondre à cette question, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que je suis peut-être pas si convaincue que ça va sauver la planète, quoi. Parce qu'il y a des questions auxquelles je ne peux pas répondre qui sont est-ce que vraiment, d'un point de vue nutritionnel, c'est une solution intéressante? Parce que ça veut dire qu'on s'en va quand même vers un produit ultra processé.
Or, moi qui examine depuis 20 ans les comportements alimentaires, je lis quand même sacrément les produits ultra processés à des problèmes liés à de l'obésité, à du développement de maladies cardiovasculaires, etc. Donc j'ai une interrogation autour de ça. Tous les produits ultra transformés génèrent ça? Il semblerait, oui. Donc ça me pose un problème quand même. Il y a un autre problème, mais là ça doit être mon côté boomer passéiste, c'est que moi j'aime bien voir des vaches dans les prés et que je suis pas sûre que, mais je suis pas végane, hein, je veux dire que moi le bien-être animal pour moi il est tout à fait, enfin, je pense qu'on peut manger des animaux sans les réifier, c'est-à-dire que peut-être parce que je viens de la campagne, pour moi oui, on a des animaux tout autour de nous, on les aime et puis un jour on les tue et on les mange. Ça ne me pose pas vraiment de problèmes éthiques. Et en plus, je me dis que s'il n'y avait plus de prairies, imaginez un coin que j'aime bien, moi, je ne sais pas si vous le connaissez, la Chartreuse, Maurienne Montagne. Il y a des vaches. Sans vaches, je ne sais pas ce qu'on ferait en Chartreuse, déjà plus de lait. Enfin, donc il me semble que vouloir éliminer les vaches des prairies, ça veut dire quand même, qu'est-ce qu'on fait de ces puits de carbone que sont... C'est pas ce qu'il a dit, hein, c'est pas ce qu'il veut. C'est un peu, il y a souvent ça dans les... D'ailleurs, il disait bien que son collègue est vegan. Il y a quand même cette idée qu'il faudrait éliminer l'abattage des animaux. Et bon, là, donc c'est pareil, c'est plutôt une interrogation. Et alors, dernière interrogation, mais là, je me sens un petit peu plus experte, c'est du point de vue socioculturel. Je pense qu'on a un modèle d'alimentation, ce que mes collègues comme Claude Fischer ont pu appeler le modèle culinaire, c'est-à-dire qu'en France, on voit l'alimentation moins d'un point de vue nutritionnel, comme le modèle anglo-saxon, mais comme un modèle extrêmement normé, autour de repas partagés, etc., dont la viande fait partie. Et je ne voudrais pas qu'on casse ce modèle qui résiste quand même, qui nous permet de résister à l'épidémie d'obésité plutôt mieux que dans un certain nombre de pays. Et je ne voudrais pas qu'on casse tout ça en allant trop loin dans la novel food, quoi. Bon, en Italie aussi, ils résistent et les débats avec les véganes sont moins clivés pour autant. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Première chose, vos produits sont, oui, ultra transformés. Alors vous vous défendez en disant, je ne sais plus dans quel journal, je n'ai que 8 ingrédients alors que mes concurrents en ont 30. Très peu d'additifs ou pas du tout. Ils sont vraiment ultra transformés, vos produits. Qu'est-ce qu'ils ont de différent? Alors effectivement, on va catégoriser un produit ultra transformé, un produit qui va subir des étapes de transformation, ce qui est le cas de la plupart des produits qu'on consomme en fait. Qu'on consomme un jus de fruits, un yaourt ou peut-être, alors je ne sais pas pour vous dans cette salle, mais on habite tous à Paris, peut-être 70% des ingrédients qu'on consomme sont des ingrédients transformés et on vit pour autant plutôt bien. Effectivement, nous, on a pour objectif de faire les produits les moins transformés possibles. C'est un marché qui est nouveau, qui en est assez à balbutiement. Je pense que ça permet d'apporter une bonne réponse en fait, pour trouver des alternatives, permettre aux gens de réduire leur consommation de viande. Et effectivement, les produits ne sont pas encore parfaitement aboutis. Donc il y a beaucoup d'attaques qui peuvent émerger, notamment sur cette question de la transformation. Mais ce n'est pas pour autant que ce n'est pas une question qu'il ne faut pas creuser pour améliorer le système existant. Donc voilà, nous, c'est sur cette approche qu'on se positionne et qu'on avance. À côté de ça, il y avait quand même la question de la vache dans le pré qui Attendez, était... non, j'en reste pas sur le produit ultra transformé. Vous utilisez du pois, du soja, vous en faites des fibres, mais ensuite, pour lui donner du goût qui rappelle le poulet, qui rappelle une viande, vous rajoutez bien quelque chose. Effectivement, on rajoute des choses. On peut rajouter différentes choses. On travaille avec des épices, déjà parce que l'association d'une texture avec des épices, par exemple du romarin sur du poulet, permettent en fait simplement de rappeler le goût de poulet. Et étonnamment, via des tests qu'on a pu faire en fait, sur des personnes de notre entourage ou des personnes qui ont dégusté les produits, en goûtant un produit qui avait l'aspect du poulet ou une texture proche, qui n'est d'ailleurs pas similaire, ils sentaient le goût de poulet avec simplement du sel qui était mis dans la poêle. Donc il y a déjà cette idée-là. Vous mettez pas à de côté de glutamate, ça, hein. on utilise aussi d'autres ingrédients. On utilise des levures désactivées. C'est des levures qui sont synthétisées par des procédés biotechnologiques qui ne sont pas OGM bien évidemment et qui permettent en fait de synthétiser des composés qui ont un goût viandé proche de différentes viandes ou poissons et qui apportent des solutions vraiment intéressantes. Et à côté de ça, on utilise des arômes naturels qui sont issus de végétaux pour encore améliorer, pour se rapprocher encore plus
du goût de la viande, mais c'est un parti pris, c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire. Nous, on a décidé de faire ce choix parce que ça permet vraiment d'apporter un niveau de similitude assez impressionnant. Je n'oublie pas la vache. Patricia Gurviez, ça vous convainc, ça vous rassure? Il y a quand même toujours le côté Canada Dry, quoi. Alors, oui. Ils ne connaissent pas, hein. Génération Z ne connaît pas. Voilà, Hein. Ça ressemble à de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Je me dis, mais pourquoi pas utiliser une bonne vieille recette végétarienne. Enfin, il y a 1 milliard d'Indiens dont 90%, je sais pas, je voudrais pas dire de bêtises, mais sont végétariens. Et cela depuis des temps immémoriaux. Il y a des tas d'endroits où on a des cultures où on mange végétarien et on n'est pas obligé de construire des usines de viande végétale, quoi. Donc c'est plutôt ça qui me... C'est vrai, ça, pourquoi construire des substituts, des ersatz, et ne pas assumer simplement le fait de manger végétal? On arrive au sujet du jour qu'on avait prévu. Non. Non, mais effectivement, cette question de la culture est fondamentale. Et pour ces peuples qui arrivent justement à ne pas consommer de viande parce que ça ne fait pas partie de leur tradition et de leur culture, eh bien, écoutez, je pense qu'il n'y a pas de problème et on n'a pas besoin de... Enfin, moi, je trouve que c'est la meilleure solution. Sauf qu'on ne vit pas dans ce cadre-là. On vit dans un cadre où il y a encore énormément de monde prend conscience en fait, de l'impact environnemental de la consommation de viande, essaie d'en consommer moins, pour des raisons de santé aussi. On se rend compte que 70% de la production de viande vient d'élevage industriel et que ça ne se concilie pas forcément avec du bien-être animal. Et pourtant, on se rend compte qu'encore 95% des gens sur la planète consomment de la viande. Donc je pense qu'il y a cette approche en fait, culturelle qui a été évoquée, qui je pense est fondamentale. Et quand effectivement on est en France, c'est le pays de la gastronomie, et quand peut-être 98% de nos plats est basé sur la viande, effectivement c'est très difficile d'arrêter de consommer de la viande. Et je suis une des premières victimes de cette tradition, parce que j'ai beaucoup de mal à arrêter la viande aussi, malgré mes considérations. Pourquoi ? D'une part parce que j'adore ça. Non, honnêtement, c'est un de mes produits. Vous faites du mal quand même, hein ? Je pense que je ne suis pas le seul, peut-être que je ne suis pas le seul dans cette salle non plus. Moi, la viande, j'adore ça, j'adore son goût, j'adore les plats dans lesquels elle est préparée. Et effectivement, ce qui me fait mal, c'est d'avoir du mal à trouver des alternatives. Et c'est pour ça qu'effectivement, je suis un des premiers consommateurs du type d'alternative que nous, on développe. Bon, alors la vache, est-ce que si on achète vos produits qui seront commercialisés plus tard, on va condamner l'élevage ? On n'aura plus de vaches dans nos prés, mais des gyrodroyeurs qui auront coupé l'herbe, ou alors les forêts qui vont s'installer à la place des prairies. Je grossis le trait. Ou des champignons. Hein. Ou des champignons. Sur la question des champignons, je suis totalement pour. Sur la question des gyrodroyeurs... Non, des vaches, on va parler des vaches. Okay. Oui, des chanterelles particulièrement. Ok. Non, je pense que cette question de la vache dans le pré qui a été mise en avant... effectivement, elle est vraiment intéressante, mais elle est plutôt idyllique parce que ça ne correspond pas forcément à la réalité de l'élevage dans le monde. Effectivement, moi je suis tout à fait pour l'élevage paysan. Je pense qu'il y a des belles solutions qui sont mises en avant et qui méritent de se développer. Mais malheureusement, ces solutions, ça représente pour le moment moins de 30% de la viande qu'on consomme. Et les 70% restants, on se retrouve dans des conditions qui sont... des conditions d'élevage qui sont plutôt terribles. On est dans un pays, d'ailleurs, on a de la chance, dans le monde, qui a les meilleures conditions d'élevage et d'abattage. Et pourtant, on se rend compte que 95% des poulets qui sont élevés en France vivent sans voir la lumière du jour. Je trouve ça assez tragique. Patricia Gurviez. Non, c'était parce que Hugo partait sur l'aspect mondial. Et je pense que si on prend justement un focus un peu plus large, je pense à des pays où justement la vache, enfin, je focalise un peu sur la vache, ça pourrait être le poulet, hein, mais, ou même le cochon plutôt, parce que le cochon est intéressant. C'est aussi des manières de recycler du déchet quand il y en a. Et puis les déjections servent aussi à nourrir le sol. Enfin, il y a tout un écosystème autour de ces animaux qu'à un moment on va manger, qui n'est pas inintéressant, alors qui peut être perdu dans nos contrées occidentales, plutôt riches, etc., mais qui a encore son utilité dans des tas de coins de la Terre. Et puis en plus, je ne peux pas m'empêcher de penser
que c'est quand même un projet de riche, ça, d'enfants gâtés, quoi. Nous, on a accédé, ça fait un siècle qu'on a accédé à la viande, parce que si je reprends Bourdieu et sa distinction, hein, les ouvriers qui sont partis à la conquête du beefsteak, maintenant l'ouvrier mange du beefsteak, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour se distinguer ? On va manger du steak végétal. Ça, c'est sûr que dans le Loir-et-Cher, on n'en est pas trop à manger du steak végétal. Enfin, quand je dis le Loir-et-Cher, c'est parce que c'est un coin que je connais un peu plus que d'autres coins. Mais, donc le discours anti-viande est un discours de différenciation sociale. Il y a un peu de ça, moi, je trouve. Il y a un peu de ça. Et alors ? Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Parce qu'on sait bien que les normes sociales se construisent comme ça, hein, elles évoluent comme ça. Mais bon, je trouve que ça pose des questions. Je vais pas. Peut-être que ça sauvera l'humanité, mais pour l'instant, moi, ça me soulève quand même quelques questions. Hugo Dupuis, du coup, votre marché, c'est un marché de niche, de riches, c'est un marché de gens, de CSP+, qui ont les moyens, ou ça a vocation à s'étendre vers le peuple ? Je pense que Patricia vient de répondre à la question. Pour le moment, oui. C'est un nouveau marché. C'est un marché, pour le moment, qui n'est pas forcément parfaitement établi. Donc, les produits coûtent cher. Mais bien évidemment, qui va tendre à une démocratisation. Et on va pouvoir arriver avec ce marché-là à des prix en fait, tout à fait compétitifs, même avec les prix de la viande industrielle. Donc, qui coûtent... Je peux le rappeler, par exemple, pour 1 kilo de poulet, on arrive à des prix qui sont inférieurs à 2,50 €, voire 2 € pour des kilos de blanc de poulet. C'est pas le prix que j'achète chez mon volailler. Hein. Non, je pense pas. Mais et effectivement, cette question du prix est fondamentale. L'objectif, c'est d'arriver à rendre ce produit accessible pour tous. C'est pas un produit de bobo pour le moment, effectivement. Accessible pour le prix. Accessible ou attirant, pardon, parce que souvent, vos collègues qui font des substituts vendent quelque chose par défaut. Si vous mangez ça, voilà, on fera plus de mal aux animaux, on fera plus de mal à la planète. Est-ce que ça, il ne faut pas en sortir ? Comment on fait pour donner une idée de plaisir sur ces produits qui sont attachés à une forme de défense vis-à-vis d'une façon de vivre ? Je pense que sur ces questions d'alimentation, les deux notions sont vraiment liées. En fait, l'attractivité et l'accessibilité en fait vont de pair en fait pour que les gens, pour que ce type de produit se démocratise. Et nous, comment on fait ? Simplement, en fait, l'idée c'est de proposer des produits qui sont bons, en fait, de rendre ces produits bons. Comme je dis, c'est un marché qui est très récent. Donc forcément, il y a beaucoup d'essais qui sont ratés au début avant d'arriver à des solutions qui sont plus intéressantes. Et je ne dis pas qu'avec Umyami, on propose les meilleures solutions du monde, ce serait très prétentieux. Mais je pense qu'on contribue à rendre les produits de plus en plus intéressants, de plus en plus attractifs, parce que c'est vraiment fondamental. L'objectif, c'est de permettre de manger des produits en fait, qui sont agréables d'un point de vue gustatif, pour que les gens puissent consommer ces produits sans sacrifice en termes de goût, parce que le plaisir alimentaire, c'est fondamental, et attractif d'un point de vue prix. Et sur la partie viande, il y a quand même un point qui, pour moi, est important, c'est qu'effectivement, on peut parler du prix de la simili-viande, mais on peut aussi parler du prix de la viande de manière générale, parce que la viande, si elle coûte si peu cher dans nos supermarchés, c'est aussi parce que c'est un produit qui est produit un petit peu comme un produit industriel, où l'animal est traité un peu comme un outil de production. On a un ingrédient, on les produits transformés avec du minerai, effectivement. Mais la côte de bœuf, elle reste toujours aussi chère chez le boucher. Tout dépend du boucher. Quand on va dans nos supermarchés, en effet, mais tout le monde ne va pas chez le boucher. Et on parlait effectivement entre solutions bobo et solutions accessibles au plus grand nombre. Et là, effectivement, pour les classes populaires, le produit moyen consommé est un produit de basse qualité. Commercialisation, avril 2022, c'est ça ? On démarre globalement, on est en train d'installer notre site de production sur le plateau de Saclay, où on démarrera une commercialisation petite échelle à partir de juin 2022. Et effectivement, l'idée, c'est d'ici 2024 d'ouvrir un site de production qui nous permettra de répondre à la demande de nos clients. Le mot de la fin, Patricia Gervais, il faudra goûter quand même. Hein. Justement, après, parce qu'on préparait cette joute, j'ai goûté un burger à la viande végétale façon poulet. C'est pas la plus grande expérience gastronomique que j'ai faite. Hein. Bon, ok. Mais non, je voudrais laisser la fin à mon ami Lévi-Strauss.
Ça fait toujours bien de terminer par Oui. les bistrot, je trouve. Il dit, il a écrit il y a longtemps quand même, au siècle dernier, pour qu'un aliment soit bon à manger, il faut qu'il soit bon à penser. Et je pense que ça, c'est une grande vérité. Enfin, je le cite toujours à un moment ou à un autre de mes cours, parce que je pense que ce qui manque actuellement à la viande végétale, c'est justement des significations. Il faut, vous le rappeliez, il y a beaucoup de négations derrière. C'est on tue pas l'animal, on fait pas ceci, on fait pas cela. Bon, Hugo a esquissé une piste qui serait c'est bon. Mais je pense qu'il faut développer tout ça pour arriver à ce qu'on puisse penser cette viande végétale comme un aliment, si vous voulez la diffuser plus largement. Un aliment avec une symbolique. Voilà. C'est mon conseil marketing gratuit. Voilà, la symbolique, une idée de plaisir et de lien social qu'on puisse partager au milieu de la table, à l'idée de... Bon, enfin bref, ça c'est Gilles Fumier qui parle de ça. Mesdames, Messieurs, merci de les applaudir. Merci à vous.